Bon, bonjour toutes et tous. Petite introduction, donc bienvenue au Tribunal du Futur. Alors sachez qu'il y a 19 personnes qui ont déjà travaillé là pendant 3/4 d'heure pour représenter l'accusation et la défense de l'entreprise fictive qui va être jugée ce soir. Alors c'est une co-organisation par l'Université catholique de Lille emmenée par Maître Loison, n'est-ce pas, qui est présidente du tribunal pour l'occasion, et puis Réseau Alliance. Et ça s'inscrit aussi, je vois Claude Langlais qui est là, dans les travaux du groupe Biodiversité du Conseil scientifique de REF3, voilà, qui propose d'ailleurs d'autres séquences pendant ce World Forum. Bienvenue, je ne vais pas être plus long parce que voilà, vous allez entendre beaucoup de choses. Je laisse la parole à Maître Loison. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers publics, chers participants, j'ouvre à présent l'audience du Tribunal du Futur. Bienvenue donc en 2035. Nous instruisons aujourd'hui le dossier relatif aux activités de l'entreprise Cosmea, active dans l'industrie cosmétique mondiale depuis 2004. Vous serez, cher public, ce soir, notre jury citoyen. Votre objectif est de comprendre comment les choix et les pratiques du passé ont façonné notre avenir commun. Bien sûr, également, d'identifier les leçons que nous souhaitons tirer collectivement. L'audience se déroulera donc en 2 temps. Tout d'abord, vous entendrez successivement les plaidoiries de l'accusation et de la défense. Chacun argumentera autour de 4 chefs d'accusation: la déforestation, le greenwashing ou tromperie environnementale, la pollution des milieux naturels, notamment liée aux emballages plastiques, et enfin l'exploitation sociale. Dans un second temps, votre délibération citoyenne conduira au verdict. Nous verrons cela le moment venu. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'écoute des plaidoiries. Je rappelle que le respect guide nos échanges. Nous pouvons donc commencer. J'invite maintenant le ministère public à présenter sa plaidoirie concernant le premier chef d'accusation. Je demande à chacun de strictement respecter le temps imparti, à savoir 2 minutes 30 par plaidoirie. Monsieur ou madame du ministère public, pouvez-vous vous lever et prendre la parole à la barre qui se trouve juste à côté de vous. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, êtes-vous déjà allé à Bornéo ? Avez-vous vu ces milliers d'hectares de forêts tropicales primaires où vivaient en osmose les populations locales et la biodiversité, remarquable par ailleurs, remplacées par ces milliers d'hectares de palmeraies monospécifiques? Avez-vous vu ces orang-outans blessés parce qu'ils reviennent dans les palmeraies parce qu'ils ne peuvent plus habiter ailleurs, massacrés à la tronçonneuse? Êtes-vous conscient de cela? Vous contribuez à la destruction de 27 millions d'hectares de forêt, à peu près 50% de la déforestation. Nonobstant votre certification RSPO, dont vous gargarisez, alors que vous auriez pu utiliser l'approche High Carbon Stock réellement indépendante. Votre inconséquence a été responsable de la destruction d'une biodiversité remarquable. J'ai parlé des orang-outans, j'aurais pu parler du rhinocéros de Sumatra, de l'éléphant pygmée. Et pas seulement, de la destruction de ces forêts par des incendies qui émettent des quantités de CO2 énormes, sans parler du sol qui reste après, ces tourbières que vous transformez qui ne jouent plus leur rôle en matière de stockage carbone. De plus, l'accaparement de ces terres aux dépens des populations locales et de leurs agriculteurs et de leur agriculture, vivrière, traditionnelle, qui leur permettait de se nourrir et aussi de gagner l'argent sur les marchés locaux. Tout ça a disparu. Mes collègues vous parleront ensuite des conditions dans lesquelles ces populations locales ont travaillé. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout.
Vous avez porté atteinte directement à la santé de ces populations locales par vos usages de pesticides toxiques et le rejet d'effluents dans les rivières. Mais aussi à tous vos clients, mais oui, tous vos clients, en produisant une huile riche en acides gras saturés avec leurs conséquences sur les risques cardiovasculaires. En conclusion, mesdames et messieurs, vous avez produit au mauvais endroit des pratiques non durables en détruisant les écosystèmes, en menaçant les populations locales et la vie sauvage, ainsi que le climat, le tout pour un produit néfaste pour la santé. Je vous remercie. J'appelle à présent la défense à prendre la parole. Merci Madame la Présidente. Bonsoir les jurés. J'aimerais vous rappeler l'historique de la déforestation. Et d'ailleurs, c'est encore le cas. 80% de la déforestation est due au secteur agroalimentaire. Nous sommes arrivés après. Nous avons su, suite au scandale sanitaire d'obésité et de surpoids dans nos pays, où l'huile de palme est utilisée dans des produits alimentaires, nous sommes les sauveurs. Nous sommes arrivés à utiliser cette huile de palme, non pour des raisons alimentaires, mais pour des raisons cosmétiques. Donc du coup, il n'y a aucun indice sur la santé humaine. Donc nous avons utilisé ces terres qui étaient déjà déforestées, donc ce n'est pas nous l'origine de la déforestation à l'époque, pour produire des choses qui sont bonnes pour la santé humaine. Nous avons toujours respecté, en prenant des fournisseurs RSPO, alors on peut se disputer entre high carbon, je n'ai pas retenu high carbon stock, ou RSPO, mais en tout cas, depuis le début, nous avons privilégié des fournisseurs responsables et traçables grâce à la certification RSPO. Et il faut aussi se rappeler que l'huile de palme, maintenant que la déforestation est faite, l'huile de palme est quand même hautement efficace. On produit 3,5 tonnes de l'huile à l'hectare par an. C'est 5 fois plus que l'huile de tournesol et 7 fois plus que l'huile de soja. Si nous devrions aujourd'hui utiliser une huile végétale produite de soja ou de tournesol, nous devrions utiliser beaucoup plus d'espace agricole. Ça veut dire peut-être même plus de déforestation ou de sécher plus encore de zones humides. Donc, nous avons opté pour aider l'ARS dans son combat contre le surpoids et l'obésité en utilisant cette huile de palme sur des surfaces déjà déforestées pour faire finalement un produit qui est sain à l'usage humain. Voilà. Et en contrepartie, nous sommes engagés depuis le début dans la restauration des zones naturelles. Merci beaucoup. Merci, cher maître. La Cour a pris note. J'en profite pour présenter mes deux assesseurs, maître Thibault et maître Luan. Et j'invite maintenant à nouveau le ministère public donc, à présenter sa plaidoirie concernant le second chef d'accusation, c'est-à-dire la pollution plastique. Encore une fois, je vous demande de bien respecter le temps imparti. Merci à vous. Effectivement, le second chef d'accusation sur Cosmea est le travail des matières plastiques que nous argumenterons selon un plan en deux parties. En premier lieu, les emballages, et en second temps, les produits. Alors Cosmea, vous pratiquez l'excès d'emballage et de suremballage à destination uniquement marketing. On peut dire que vous ne respectez pas le décret sur la non-dispersion de granules de 2022 dans vos usines de production. Chez vous, l'éco-conception est inexistante malgré des demandes de vos clients grandissantes depuis 2020. Votre position de leader vous permettait effectivement d'ignorer ces attentes parties prenantes. Le tri de déchets dans vos usines ne respectait pas le décret 5 flux et la loi AGEC. Vos emballages font état de gestes de tri infaisables par les utilisateurs car vous utilisez des matériaux indissociables dans les flacons.
En conséquence, vous ne pouvez pas nier votre implication dans la pollution plastique liée à vos emballages. Mon argumentaire donc fait état maintenant de la deuxième partie sur vos produits. Certains de vos produits contenaient des microplastiques, et ce, encore en 2029, alors même que des alternatives biosourcées à impact nul existaient à coût identique. Des rapports R&D internes prouvent que vous avez balayé le sujet, pourtant mis en lumière par vos ingénieurs environnement depuis 2018. L'Adréal, vous avez mis en demeure en 2022, puis en 2028 pour des analyses de rejet aqueux non conformes. Nous en avons la preuve, vous avez falsifié les rapports de juin 2023 pour lever cette mise en demeure. Vous vous êtes acheté une conscience sur le sujet médiatique de l'huile de palme, notamment avec vos fournisseurs brésiliens, mais vous n'avez rien fait dans vos propres murs. En conclusion, vous ne pouvez pas nier avoir participé à la soupe plastique océanique et ses conséquences écologiques et sanitaires pour les populations et la biodiversité, et ce, en pleine conscience. Votre position de leader sur votre secteur font de vous le principal responsable. Vos pairs, bien plus petits, ont pris le sujet en main alors que vous l'avez ignoré. Vous avez nié les alertes et choisi les atteintes qui vous sont reprochées, ce qui vous rend, à nos yeux, doublement coupable. Merci beaucoup. Eh bien, c'est au tour de la défense maintenant de présenter ses arguments concernant la pollution plastique. Merci, Madame la Présidente, et bonjour à tous. Merci pour cette belle accusation. Moi, j'ai une question pour démarrer, c'est qui, ici, n'a pas un produit cosmétique dans son sac? Ou qui, ici même, peut s'affirmer être complètement irréprochable? Nous, il y a 30 ans, quand on a démarré, on disait, on voyait partout le plastique, c'est fantastique. Et bien sûr qu'on savait déjà, mais on a pris le chemin, on a pris le train en route. Et il y a déjà de nombreuses années qu'on a alloué des ressources très importantes à notre service de R&D pour l'innovation, qui nous ont permis de développer des alternatives. Et celle-ci, je vais vous en parler, messieurs, dames du ministère. Déjà, on s'est engagé pour la biodiversité marine. On a financé des associations qui dépolluent les rivières, les plages et les océans. On a atteint l'objectif de 75% en 2020 avec un objectif de 100% en 2030. On est en 2035 et je vous l'affirme aujourd'hui, nous dépolluons à hauteur de notre production nos déchets plastiques. Dans un second temps, on s'est attelé, et très sérieusement, sur le réemploi et les formats rechargeables. La récupération des emballages, l'allongement du cycle de vie de nos produits a permis de réduire notre production de plastique. Et on a bien sûr encore notre service de R&D qui bosse sur le système de biosourcés sur nos emballages plastiques. Et à ce titre, je réponds à votre premier argument. On propose à nos consommateurs un système de consignes qui leur permettent d'avoir des réductions sur nos produits s'ils nous renvoient les emballages. On sensibilise nos consommateurs. Plus ils sont responsables et plus ils y gagnent, et nous aussi, et notre planète aussi. Et enfin, nos produits éco-responsables, et là je réponds à votre deuxième argument. Nous avons sur nos anciennes gammes, je peux vous le concéder, sur nos nouvelles gammes cependant, on est désormais complètement bio, on est labellisé d'origine naturelle et nos ressources sont d'origine renouvelable. Nous avons renoncé aux agents chimiques et aux microbilles plastiques dont vous avez fait la lumière, et nous avons renoncé à cette production qui fait que les microplastiques n'existent plus dans notre nouvelle gamme. Et au-delà de ça, nous avons décidé de compenser et de reverser nos bénéfices, ou une partie importante de nos bénéfices, à des associations de protection de zones naturelles. Merci. Merci beaucoup.
Très bien, nous allons maintenant entendre à nouveau le ministère public, cette fois sur le troisième chef d'accusation qui est, je le rappelle, la tromperie environnementale ou greenwashing. Votre marque peut se résumer en un mot, tromperie. Vous trompez les consommateurs à plus d'un titre et déployez un génie de marketing pour parer de verre des produits pétrochimiques. Tout d'abord, vous utilisez un packaging trompeur, bien sûr, avec des couleurs vertes, des mots fleuris, des gouttes d'eau, etc. Mais tout ça, ça montre rien à part que vous cachez des dérivés chimiques. Et bien sûr, vous employez des expressions très connotées comme écologique, éco-responsable, 100% naturel. Ce qui sous-entendrait bien sûr des produits entièrement biologiques. En réalité, est-ce qu'on peut considérer comme biologique des parabènes, des huiles minérales, des parfums synthétiques? Je pense qu'à moins de considérer que ces produits pétroliers comme naturels, c'est à nouveau de la tromperie pour le consommateur. Et bien entendu, il y a différentes compositions qui sont nocives et que vous cachez sous des termes génériques, tels que parfum, fragrance. Alors effectivement, c'est peut-être agréable à l'odeur, mais peut-être moins pour la santé de vos consommateurs. Et enfin, c'est ma préférée peut-être, vous affichez cruelty free sur vos emballages. Donc, si je comprends bien, vous mettez en avant un label qui a un engagement pour vous de simplement respecter l'argumentation, puisque en effet, ça fait 10 ans que les tests sur animaux sont interdits en Europe. Et donc vous mettez en avant ce label, soi-disant. Et donc on est très heureux de savoir que vous respectez les animaux. Par contre, vous ne respectez a priori pas les humains, et en particulier vos consommateurs, qui appliquent donc ces produits sur la peau régulièrement. Donc je vais résumer, mais vos produits se veulent un concentré de nature. En fait, c'est surtout un concentré de greenwashing derrière une mascarade qui dure depuis de nombreuses années. Merci beaucoup. C'est maintenant... Il y a une objection. Pardon. La défense demande la Objection, parole votre avant honneur. de passer à la défense officielle. Donc, objection. Vous attaquez nos façons de faire ancestrales depuis 30 ans. Aujourd'hui, je vous ai exposé nos nouvelles gammes qui sont 100% écologiques, bio, naturelles et renouvelables. Vous accusez notre passé quand notre avenir est en route. Nous sommes aussi une génération de dirigeants en transition et je souhaitais faire la lumière aussi sur cet argument qui est qu'aujourd'hui nous changeons et nous le prouvons. Merci, maître. Le ministère public souhaite-t-il exercer son droit de réponse? Objection à l'objection, je ne sais pas comment introduire le sujet. Vous parlez d'une entreprise ancestrale quand celle-ci a 30 ans. Je pense qu'on est tous conscients ici que vous ne respectez pas les générations passées et futures en employant ce terme, qui est fort bien révélateur de votre état d'esprit. Nous ne sommes pas là pour regarder ce qui sera fait dans 10 ans, nous sommes là pour accuser et mettre la lumière sur tout ce qui a été fait depuis la création de votre entreprise, et ce, effectivement, il y a 30 ans. Merci beaucoup. Nous avons entendu votre argument. J'appelle donc maintenant la défense à prendre la parole sur le sujet du greenwashing. Maître de Bodus. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, maîtres en tout genre autour de ces tables, bonjour. Bien, donc nous sommes accusés de greenwashing. Comme on dit en maths, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Je pourrais donc nier sans preuve ce que vous venez de dire, mais je vais faire l'effort de vous apporter des preuves incontestables pour réfuter cette accusation que je qualifierais de tromperie sur la tromperie, puisque de tromperie il n'y en a pas.
Vous argumentez sur 3 points principaux. Nous cacherions derrière des packaging verts, fleuris, voire aromatisés, des dérivés chimiques. Nous en parlerons. Vous parlez d'un packaging trompeur qui, quelque part, mettrait à son service la RSE. Nous en parlerons aussi. Et enfin, vous parlez du respect des consommateurs. Je reviendrai là-dessus. Tout d'abord, sur les dérivés chimiques. De quoi parlons-nous exactement? Eh bien, nous parlons de produits traditionnels, issus de la production de graisse, un savoir-faire inscrit, je cite, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Nous parlons ensuite d'une RSE qui, depuis 10 ans, est structurée, installée dans l'entreprise et qui dispose d'un droit de veto sur toute la communication et le packaging de notre entreprise. On n'est donc pas sur un packaging qui va dicter ce qu'il y a dans le flacon. Et enfin, respect du consommateur. Eh bien là aussi, nous entendons, nous écoutons, nous prenons en compte la perception des consommateurs. Il faut savoir que la traçabilité de nos produits est claire, transparente, inscrite et surtout rendue accessible aux consommateurs. Le tout étant servi par un engagement très tôt pris pour garantir un marketing et une communication éthique, responsable, qui s'appuie sur des preuves scientifiques, qui recourt à des parties prenantes externes pour valider ce que nous affirmons et qui est proportionné par rapport aux éléments et aux concepts que nous mettons en jeu. Je ferai donc confiance, bien entendu, au jury et à la présidente pour juger sur les faits, sur les preuves, pour ne pas non plus laisser le temps d'aujourd'hui juger les pratiques d'hier et de s'en tenir aux faits qui parlent d'eux-mêmes. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Je peux réagir du coup? On peut réagir, nous? Brièvement, s'il vous plaît. Je reviendrai sur les produits utilisés. Effectivement, un produit ancestral, pour reprendre vos termes, ne veut pas dire qu'il est sans conséquence sur la population. Je citerai par exemple des huiles essentielles ou tout autre type de produit qui a souvent des propriétés inflammables et qui souvent n'est pas bon quand il est remis dans la nature. Voilà. Merci. Est-ce que la défense souhaite répondre? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, je vais réserver le temps pour l'apéritif qui va suivre. Je comprends bien. Et donc nous allons passer au 4e et dernier chef d'accusation, l'exploitation sociale, en écoutant tout d'abord les arguments du ministère public. Bonjour à tous. Merci de nous donner la parole, parce que le sujet est quand même assez grave. Hein. On parle d'exploitation, de non-respect des droits des travailleurs. Moi, je vais partir des faits assez simples. Pour faire des cosmétiques, on a besoin de 2 choses. Entre autres, on a besoin de fleurs et on a besoin de mica. Alors il y a des études, hein, c'est pas moi, je suis pas un expert, je suis pas un expert des fleurs, mais il y a des études qui montrent que dans vos cosmétiques, enfin en tout cas, je pense que vous faites des cosmétiques comme tout le monde, on a besoin de fleurs. Ces fleurs, elles sont importées du Kenya, qui est l'un des plus gros producteurs de fleurs. Et il s'avère qu'en fait, quand le Kenya produit des fleurs, 27% des produits chimiques qui sont utilisés dans les fleurs ne respectent pas les normes environnementales qui sont imposées en Europe. Alors certes, vous pourrez me dire, bon, bah, nous on prend des fleurs locales en France, etc. Il y a des études qui montrent que les fleurs qui sont produites en France, elles partent pour d'autres marchés, pas le marché de la cosmétique. Donc nous, on en déduit que factuellement, vos fleurs, elles viennent du Kenya et 27% contiennent des produits chimiques interdits. Donc là, moi je vous dis, mais comment vous justifiez qu'il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur? Alors vous parlez certes de procédés ancestraux. Bon, à l'époque, on était en train de se demander est-ce que nos ancêtres utilisaient autant de produits chimiques, hein? Je ne suis pas sûr que ce soit nos ancêtres qui travaillent encore au Kenya. Donc on voudrait vous entendre là-dessus. Deuxième chose, le mica. Le mica, c'est des mines. Le mica, il y a un rapport des Terres des Hommes qui montre que le mica, il vient d'Inde et de Madagascar. Bon, je ne pense pas que la protection soit aussi forte qu'en France, en Inde et à Madagascar.
Et en fait, la chaîne d'approvisionnement est extrêmement floue. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans le mica. Il y a un rapport qui montre qu'il y a plus de 22 000 enfants qui travaillent dans les mines de mica. Vous, comment vous assurez que 100% de votre mica, puisque vous dites que vous êtes une marque éthique, vous respectez les droits, etc. Alors certes, vous allez faire signer des jolis codes de conduite, hein, on le fait tous. Comment on va s'assurer que ces enfants sont protégés correctement, etc. On a un gros doute là-dessus. Donc, première chose, moi je vous interpelle sur les droits humains. Il y a le devoir de vigilance hein, quand même qui vous impose de devoir vous conformer à tout ça. Et puis la conformité environnementale liée aux fleurs. Comment vous assurer que les gens qui travaillent autour des fleurs voilà, ne sont pas contaminés, etc. Voilà, donc moi ce que... cher public, je vous pose comme question, c'est, je pense que vous avez tous des enfants aussi, est-ce que quand vous vous maquillez, est-ce que quand vos clients se maquillent, est-ce qu'ils se maquillent à la sueur et à la souffrance d'enfants qui travaillent à l'autre bout du monde? Merci. Merci beaucoup. Et c'est donc à nouveau autour de la défense de prendre la parole sur le thème de l'exploitation sociale. Madame la Présidente, merci. Messieurs, Mesdames les jurys, bonsoir. Écoutez, un grand merci parce que vous me donnez l'occasion de rétablir la vérité. 10 000 enfants, ce sont pas moins de 10 000 enfants qui, en 18 ans, sont sortis des mines grâce au programme que nous avons soutenu, que nous avons rejoint dès 2017. Ces enfants, grâce à nous, en plus, ils ont pu aller à l'école et bénéficier de soutien scolaire, mais aussi de programmes de santé que nous avons financés en consacrant une partie de notre chiffre d'affaires pour soutenir le développement local, que ce soit à Madagascar, en Inde ou au Kenya. Partout où on fait travailler, on a voulu embarquer toute notre filière. Car pour nous, on a une responsabilité sociétale très importante. Et quand on parle d'exploitation sociale, il faut savoir de quoi on parle. On parle en fait de standards clairs et obligatoires que nous avons mis en place très tôt par rapport à la production, par rapport aux matériaux qui sont utilisés, par rapport aux conditions de travail et par rapport même aux salaires des filières de nos salariés. Enfin, des salariés, pardon, de nos prestataires et de nos fournisseurs. Ce qui veut dire qu'en fait, pour nous, c'est toute une filière qu'on emmène, qu'on essaye d'emmener, qui représente 3 millions de familles. Parce que c'est 3 millions de salariés, et derrière 3 millions de salariés, il y a 3 millions de familles. Et derrière tout ça, ce sont des gens qui, grâce à nous, peuvent se lever le matin, avoir du sens, et avoir de quoi vivre tous les jours. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, on veut nous condamner à certaines choses. En regardant le passé, effectivement, on a un passé qui n'est pas forcément toujours 100% propre, mais qui pourrait dire être à 100% propre aujourd'hui? Il faut du temps pour faire des transitions. Et donc, il faut nous laisser le temps. On a pris notre temps et on a bien avancé. On a encore des progrès à faire. On ne prétend pas être parfait, mais qui peut l'être? La perfection existe-t-elle? Donc, je vous demande de ne pas condamner le futur, de ne pas condamner l'avenir en regardant juste le passé, mais plutôt de regarder les progrès, tous les progrès qu'on a pu faire. Je vous remercie. Objection. Oui, nous vous écoutons, madame. Faut un peu... Merde. Vous parlez de vos fournisseurs. Moi, je parle de chaîne de valeur. Vos fournisseurs, d'accord, mais vos clients, nous, nos enfants. Vous travaillez dans des pays qui ne respectent pas les droits humains. Et vous parlez du temps. Le temps, on ne l'a pas. On écoute maintenant la défense. Alors oui, effectivement, on demande du temps, mais sur le temps, je parlais plutôt environnement, parce que sur le travail des enfants, on a été très clair. Sur le travail forcé, on a été très clair. On a mis en place très tôt des standards très clairs, obligatoires, et qu'on contrôle. Alors évidemment, parfois c'est difficile d'embarquer une filière, parce que quand on veut avoir raison et qu'on a raison trop tôt, il faut aussi du temps pour que la filière change. Mais nous, on ne passe pas par des prestataires qui emploient du travail forcé ou des enfants. Voilà, on est très très clair là-dessus. Merci maître.
Je remercie l'ensemble des intervenants. Le tribunal considère que les éléments nécessaires à la compréhension du cas ont été présentés. Nous allons maintenant passer à la phase de délibération citoyenne. Alors, pour cela, sachant que nous n'avons pas de Wi-Fi ce soir et que nous avions prévu de vous faire voter sur notre espace numérique, on va un petit peu revoir cette méthodologie et on va vous demander, donc pour chaque chef d'accusation, de vous prononcer par table, c'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter entre vous, pas longtemps, 30 secondes à chaque fois. Mais sur chaque chef d'accusation, on vous demandera de vous prononcer sur la responsabilité de l'entreprise. Est-elle totalement responsable? Est-elle modérément responsable? Sa responsabilité est-elle limitée? Sa responsabilité est-elle nulle? Nous commençons donc tout de suite avec le premier chef d'accusation que vous avez entendu. Je vous rappelle qu'il s'agissait de la déforestation. Je vous laisse une trentaine de secondes à chaque table pour décider du verdict de votre groupe et ensuite nous passerons au vote qui se déroulera à main levée. Très bien, fin de la délibération. Donc, sur le premier chef d'accusation, la déforestation et la destruction des écosystèmes tropicaux, considérez-vous, ne lève la main donc, que ceux qui considèrent, dans un premier temps, donc, que la responsabilité est totale. Première proposition, la responsabilité est totale. Levez bien haut la main afin que Julie et Pauline, qui se trouvent quelque part, voilà, puissent vous compter. Ok, responsabilité totale, vous avez noté? C'est bon? Ok. Responsabilité modérée. Ok, il y a pas mal de monde, on va laisser un peu plus de temps. Ne baissez pas la main. Très bien. Responsabilité limitée. C'est un peu comme modéré, mais un degré en dessous, on va dire. Ok. Et enfin, une responsabilité nulle. Ok, il y en a également. Donc je pense que c'est assez clair. L'entreprise Cosmea est modérément responsable de la déforestation et la destruction des écosystèmes tropicaux. Nous passons tout de suite au deuxième chef d'accusation, le greenwashing. Même principe, responsabilité totale. Sont les mêmes. Oh, pardon, je me suis trompée, c'était le plastique. Voilà, pardon, sur le plastique, donc responsabilité totale. Un peu plus. Levez bien haut. Ok. Responsabilité modérée. Ok. Et responsabilité nulle, enfin. On n'a pas fait. On n'a pas fait limité, pardon. Responsabilité limitée. Vous savez quoi? On va simplifier, on va dire.
responsabilité totale ou responsabilité limitée. Comme ça fera 2 niveaux. Donc, on va revoter. Hein. Désolé. Donc, c'est bien sur le plastique. C'est ça. Responsabilité totale. Et deuxième proposition, il n'y en aura pas d'autre, responsabilité quasi nulle, dirons-nous. Ok, j'ai l'impression que c'est assez flagrant. Donc l'entreprise est totalement responsable de la pollution des milieux naturels. De green... Non, c'est bien. Oui, ok. Nous passons maintenant au 3e chef d'accusation, le greenwashing. On va adopter le même principe entre une responsabilité modérément totale ou totalement modérée. Donc une belle responsabilité. D'accord. Donc ça va assez vite, je pense. C'est donc proposition numéro 2, une responsabilité limitée. Bon, peut-être que certaines personnes se sont abstenues, mais je pense que nous sommes d'accord pour dire que sur ce chef d'accusation greenwashing, l'entreprise n'est pas responsable. Première victoire. Et enfin, nous terminons avec le dernier chef d'accusation, l'exploitation sociale. On vote donc pour une responsabilité totale dans un premier temps. Levez bien haut les mains sur l'exploitation sociale. Merci. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce vote, qui, eux, estiment que la responsabilité de l'entreprise est limitée. Ça se joue à pas grand-chose, mais donc l'entreprise est donc totalement responsable sur ce 4e et dernier chef d'accusation. Je remercie donc chacun et chacune pour la qualité des échanges. Nous espérons que cet exercice vous a plu et qu'il leur a fait naître en vous de nouveaux questionnements. Je déclare cette audience levée. Alors, rendez-vous bien compte que ces 8 personnes-là, plus les 5 de chaque équipe, ne se connaissaient pas 3 quarts d'heure, ou pas forcément 3 quarts d'heure avant le démarrage des plaidoyers, et ne savaient pas du tout les sujets sur lesquels ils allaient travailler. Voilà, donc on peut les applaudir. On a quelques petites minutes d'échange. Voilà, là on sort de l'exercice. On va passer dans la salle, peut-être en vous posant la question, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cet exercice qui vous a fait, du coup, rapidement participer aussi à l'issue des plaidoyers? Qui a une réaction, une question, quelque chose à partager parmi le public? Oui. Bonsoir. Ce que j'ai retenu, c'est la complexité en fait, du niveau de sanctions. Autant les entreprises sont un levier formidable pour mettre des choses en place, c'est ce qu'on a vu par vos initiatives, autant dans un terrain de jeu et dans des règles qui sont floues ou très ouvertes, ça laisse la place à des pratiques qui le sont moins. Donc c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher une entreprise en effaçant en fait tout leur environnement et tout l'écosystème économique. Et c'est ce que l'exercice révèle, je trouve.
Merci beaucoup. J'en profite pour dire un tout petit mot. En fait, si on est là ce soir, ça a été dit au début, je représente le conseil scientifique REF3 qui a travaillé sur les questions de biodiversité et de vivant. On est un peu en décalage par rapport à ce qu'on a dit avant, mais pas du tout, parce qu'en fait, on est de plus en plus convaincu que pour toutes les entreprises, dans tous les secteurs industriels, la préservation de la biodiversité, la préservation du vivant deviennent de plus en plus importants dans un optique de cette transformation, puisqu'on ne dit plus transition, on dit transformation écologique. Et ça n'est pas apparu ce soir, mais qu'il y a aussi, mais ce sera l'objet d'un autre travail, il y a aussi des co-bénéfices à cela. Il y a beaucoup de bénéfices qui peuvent être obtenus, attendus de cette approche du vivant et de la biodiversité. On y travaille depuis un bout de temps. Et moi, je tiens à remercier l'Université catholique de Lille qui a préparé tout ce travail. Fiction, pas fiction. Moi, je me suis posé plein de questions en les entendant, hein, parce que dans la judiciarisation de nos sociétés, ce sont des concepts auxquels on est de plus en plus confrontés. Et si j'avais dû voter à votre place, il y a bien des questions sur lesquelles j'aurais été bien embêté. De la relativité des propos. On n'a pas parlé de l'emploi, par exemple, parce qu'une entreprise, ça crée de l'emploi. Et ces conditions-là, ces questions-là sont profondes. Donc, on a juste fait qu'effleurer un petit peu ce qui pouvait se poser. Mais merci beaucoup pour tout ce travail de préparation, parce que ça a été préparé. Et merci pour votre participation. Maintenant, je repasse la parole à la salle. Il y a deux réactions à venir, et puis ensuite, on a comme consigne d'arrêter. Oui, d'abord, toutes ces plaidoiries ont été tout à fait passionnantes et intéressantes. Le point que je voulais éventuellement souligner, c'est qu'on est dans un monde concurrentiel et que toutes ces propositions qui ont été faites, est-ce qu'elles tiennent compte aussi du fait que les entreprises sont en concurrence et quelquefois il faut jouer sur tel ou tel point? Est-ce qu'il y a une réponse de la présidente? Justement, ça a été pris en compte, notamment pour les accusations de greenwashing, où justement il est attendu maintenant de la part des consommateurs d'avoir des produits qui sont d'apparence ou qui sont responsables, plus durables. Donc les fabricants de cosmétiques doivent aussi adapter leur packaging au marché. Et donc ça oriente vraiment vers des produits qui sont plus verts, qui mettent plus en avant la nature, et avec la dérive, bien sûr, que cela ne soit pas toujours le cas. Dernière réaction ici. Bonjour. Je vais faire le lien avec la question sur la concurrence. Et moi, je trouve que l'exercice, il est super intéressant et ça permet de se projeter. On n'a pas l'habitude de voir des tribunaux juger des entreprises. En réalité, souvent, c'est des citoyens. Là, on est face à un triangle de l'inaction où il y a les citoyens, les entreprises et les institutions publiques qui tous doivent se mettre en mouvement. On a l'habitude de juger les citoyens. Là, on a jugé les entreprises. Moi, j'aimerais revoir cet exercice aussi sur juger la loi, les dirigeants, qui doivent mettre un cadre législatif pour éviter les concurrences déloyales, pour aider à tout ce triptyque de se mettre en mouvement. Parce que si l'une des trois parties prenantes de notre société ne se met pas en mouvement, elle bloque les autres. Les entreprises, elles doivent faire mieux, les consommateurs doivent consommer mieux quand ils le peuvent, et aussi les dirigeants de notre société, des institutions publiques doivent mettre les lois qui font le cadre légal, qui bannissent les mauvaises pratiques et qui encouragent les bonnes. Et il y a eu un argument qui est souvent avancé dans notre domaine, c'est faut pas que je me lance trop tôt parce que sinon je vais me mettre une balle dans le pied en tant qu'entreprise, parce que mes concurrents ils vont pas faire la même chose, etc. Et donc en fait c'est hyper important que les dirigeants qui font les lois dans notre société soient aussi jugés sur les lois qu'ils votent. Et j'aimerais bien voir ça. Merci. Ça va être la conclusion. Si je résume, faisons preuve de co-responsabilité, voilà, sur ces sujets. On va clôturer là. Merci encore à tous. Avant de sortir, on va vous demander de sortir au niveau des rideaux, voilà, pour des questions d'organisation. Merci encore
aux gens qui se sont prêtés à la préparation des plaidoyers et à vous tous qui avez également participé à ce tribunal du futur. Merci.